Bonjour, ça va? Tu Ça m'entends? va au top. Attends, ça fait combien de semaines qu'on attendait de pouvoir se retrouver pour le podcast sans être en guerre active? Dis pas ça, il y a quand même la guerre dans le Nord. Guerre active On sur n'a Tel pas, on Aviv. n'a pas deux guerres, on en a qu'une et on est content. Tu vois? C'est On n'a pas ça. tous les fronts en On même n'a pas temps. tous les fronts. On est le 15, 15 avril. 15 avril à Tel Aviv et on se retrouve pour le podcast qui débriefe Israël au quotidien de l'intérieur depuis Tel Aviv. C'est nous. Et où on vous dit, voilà, sans filtre, ce qu'on pense, c'est notre avis, notre opinion, notre analyse de la situation, et on essaye de vous tenir un peu au courant des discussions en interne et des différentes perspectives qu'il y a dans la société israélienne. Aujourd'hui, on va vous faire un petit point quand même sur le front iranien, la guerre, le Liban. On va parler de Yom HaShoah, on va parler d'Orban et d'un peu de l'Europe. Il y a Ben Gvir qui a son Mishpat, qui est Il y a la Cour suprême qui juge d'une... en ce moment même. Ouais. Donc on peut en parler un peu. Et il y a le procès de Netanyahou. Donc déjà, ça fait, tu vois, C'est un bon programme, ça. ouais, ça fait du lourd déjà. Et ben voilà, donc restez avec nous, on va vous débriefer tout ça. Et on commence par une petite update, comment ça se passe la vie en Israël dans ce cessez-le-feu qui, comme tu le dis, est vraiment un cessez-le-feu pour une grande partie d'Israël, mais absolument pas pour le nord où le Hezbollah continue, malgré les négociations d'ailleurs qui ont lieu à Washington, dont on parlera tout à l'heure. Donc comment ça va toi? Déjà, hier, c'était Yom HaShoah. Donc c'est le jour de commémoration de la Shoah. Et il y a je ne sais pas, encore une fois, si vous savez, mais au début du Yom HaShoah, il y a une alerte. Il y a comme une alerte, il y a une sirène pour la commémoration. Il y a une sirène qui dure 2 minutes. Et c'est évidemment la même sirène que celle des attaques. Mais non. Quand il y a des attaques, ça monte et ça descend. Oui. Et quand c'est Yom HaShoah ou Yom HaZikaron, c'est juste, ça reste sur le même ton, ça monte pas. Mais la première seconde, quand ça lance, Oui, c'est les mêmes c'est le même ton de départ. Oui, on se sert des mêmes sirènes. C'est les mêmes sirènes, c'est les mêmes, la même force de sirène dans tout le pays. Et effectivement, la seule façon de savoir est-ce que c'est à heure fixe dont les gens sont prévenus, mais il y a toujours cette peur. Et là encore plus, je pense qu'on avait tous cette peur de... Et si l'Iran nous attaque exactement au même moment où ils savent qu'il va y avoir la sirène, et que les gens ils savent pas. Du coup, on était tous un peu paniqués de ça. Mais même en le sachant et tout ça, et en sachant évidemment que c'est pas le même ton, que ça monte et que ça descend, qu'il y en a moi ça m'a stressé quand même. Je pense que beaucoup de gens ça. Et je pense que ils auraient dû, je sais pas ce que t'en penses toi, mais ils auraient dû l'annuler cette année. On en a eu je sais pas, on en a eu pendant 40 jours. Je pense qu'on aurait pu se permettre, même si c'est Yom HaShoah, de dire ok, c'est trop traumatique. C'est vrai? Ouais. Tu trouves? Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de gens auxquels j'ai parlé après qui m'ont dit j'étais stressé. J'ai un copain qui habite juste en face d'une école, donc quand la sirène elle démarre, moi aussi, c'est juste en face de sa tronche. Et il m'a dit je savais que ça allait venir et j'ai préféré, je suis sorti de l'appartement, j'ai été au Dizengoff Center pour pas avoir à l'entendre. C'est sûr qu'il y a des réactions, tu sais, il y a ce débat aussi tout le temps. Il va y avoir donc la semaine prochaine aussi Yom Ha'atzmaut, donc le jour d'indépendance de l'État d'Israël, où il y a tout le temps des feux d'artifice, etc. Et là, juste avant la guerre, on était censé fêter Purim, ça a été annulé à cause des Iraniens, mais il y a toujours des feux d'artifice. Et il y a toujours des pétards. Exactement. Et il y a ça eu fait toute du bruit. une campagne ces dernières années menée par des soldats ou des anciens soldats qui sont post-traumatiques et qui disent, s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que chez nous ça déclenche des traumatismes terribles. Et donc il y a quand même, je trouve, ces dernières années une sorte de, comment tu dis, Alat Modaout, ça se réveille. Les gens prennent conscience. Et je pense que, comme tu dis, beaucoup de personnes là qui sont pas des post-traumatiques de leur service militaire, mais de cette guerre qui dure presque depuis le 7 octobre, si on peut dire, ces gens-là on dit il fallait l'annuler. Mais moi, j'ai envie de te dire, je suis pas d'accord. J'ai l'impression que, tu vois, annuler une fois, c'est aussi un peu une pente glissante où
alors quoi? Alors à chaque fois on va annuler. La Shoah, c'est quand même. À chaque fois qu'il y a la guerre, je suis OK pour annuler. À chaque fois qu'il y a la guerre, qu'il y a des missiles, qu'il Oui, y a mais des... ça joue le jeu du gouvernement. Parce qu'au final, au lieu de parler de la chose la plus importante et la pire, et la commémoration, je trouve, est une des plus importantes de l'État d'Israël et de l'histoire du peuple juif, eh ben, on va donner au gouvernement qui nous lance dans cette guerre sans fin une sorte de validation où on leur dit, bon, bah finalement, comme... Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai Non, moi je dis l'impression que juste c'est- annuler la sirène. Je dis pas annuler les commémorations, tout ce qui se passe après dans les écoles, tout ce qu'il y a ce jour-là. Même on peut trouver un moyen à De 10 quoi? heures, Faire une minute de silence oui, de sans... faire une minute de silence sans lancer l'alerte. Les gens savent, de toute façon, ils Oui, l'attendent. je me À 10 souviens, heures, il est 10 heures. Parce que aussi, ce qui se passe, pour encore une fois ceux qui ne savent pas, donc à 10 heures du matin, il y a l'alerte, il y a la sirène donc, qui va taper pendant 2 minutes. C'est 2 minutes le Yom HaShoah? Non, c'est Yom Une HaZikaron, minute, c'est 2 ouais, minutes, et une Yom minute. HaShoah, c'est 1 minute. Et tout s'arrête. Et donc les gens font une minute de silence où ils restent sans bouger, donc il n'y a plus Oui, de tout le monde mouvement. s'arrête de Les travailler, voitures descendent des s'arrêtent, les voitures. gens descendent de leurs voitures, les magasins, tout est en standstill pendant cette minute. Et c'est très impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Tu te retrouves dans un D'un pays pays et tout qui d'un est coup, immobilisé. tout le monde s'immobilise. Donc, tu aurais pu faire ça sans l'alerte. Moi, je trouve que c'est le traumatisme que les gens ils vivent ici. On en parle. Enfin, tu vois, ça passe à la trappe. On est tellement occupé. Par exemple, là, on a eu 40 jours de guerre. Mhm. Avec des missiles balistiques. Hier, j'ai lu les statistiques. C'était en gros entre 10 et 12 par jour missiles balistiques sur Israël. T'imagines? C'est dingue. Il y a Par encore jour. quelques années, on se disait, Imagine rien qu'un. un missile balistique. Et en fait, Imagine rien qu'un par mois. Ou genre, enfin, imagine, enfin, encore une fois, je donne cet exemple, mais vous habitez, je sais pas, à Londres, tout d'un coup, il y a un missile balistique qui... ou au Sénégal, on sait qu'on a des Oui. gens qui nous écoutent depuis le À Sénégal. nos amis sénégalais. Les amis sénégalais, on ne vous le souhaite évidemment pas, mais 12 on s'imagine d'un 12 coup. par jour. Et donc, tu montes, tu descends dans les abris. Et là, on a eu tout d'un coup... Donc, la semaine dernière, notre dernier podcast, on parlait justement de cet ultimatum. On attendait la fin de l'ultimatum pour savoir... Est-ce qu'ils vont ouvrir les portes de l'enfer? Trump avec je vais rayer la civilisation. Bref, on s'attendait à ce que ça soit voilà quoi, l'accord le truc horrible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu tout d'un coup, en quelques heures, on est passé du mode guerre missile balistique au mode cessez-le-feu. Et donc, les Israéliens... Un cessez-le-feu où Trump essaye de nous vendre le fait que le fait qu'il va faire un deal avec les Mollahs sur Hormuz et que c'est une victoire. Il a quand même essayé de nous le vendre. Je rentre même pas dans le cessez-le-feu, dans le pacte qu'il est en train d'essayer de faire. Je parle juste de la façon dont les Israéliens ils le vivent. C'est-à-dire que tu passes du fait que tu es en guerre, que tu es à aller te planquer dans les abris, et en même pas 24 heures, c'est retour à la vie, mais normal. C'est-à-dire le lendemain, mon fils il part à l'école, comme si de rien n'était. Une collègue m'appelle, elle me dit tu donnes cours, tu y vas, enfin tout repart comme ça, et tu n'as même pas le temps d'imprimer, de faire c'est le but de ce gouvernement. Et donc et comme si ça n'avait pas existé. Et les plages étaient pleines le lendemain, donc tout le monde essaye de reprendre sa vie. Et moi, je suis tout le temps à me dire, mais c'est fou. Mais moi, j'ai besoin d'un mois de vacances, là. À chaque jour de guerre, on devra avoir un jour de vacances. À la fin. Tu peux pas reprendre comme ça, comme si, genre, il y a une descente d'adrénaline qui est tellement forte. Dormait mal. Moi, je me suis mise à mal dormir. Après le cessez-le-feu, j'ai dit à mon mec, genre... je dors mal, alors que j'ai l'impression que je dormais mieux pendant la guerre, même si j'étais réveillée 3 fois par nuit pour descendre aux abris. Mais j'ai eu le sentiment que justement, tous les trucs accumulés, tu sais, les forces que ça nous demandait de survivre, en fait. D'un seul coup, une fois qu'il y a une sorte de tombée d'adrénaline, je me suis mise à ressentir, à plus d'avoir d'appétit, à
Et j'ai posé des questions autour de moi, et mes copines et tout le monde me dit, mes Mais collègues, tu deviens triste. les gens ils disent, T'es là, t'es affalé. Exactement, on était vidés. Et juste pour la petite précision, parce que cessez-le-feu, mais pas avec le Liban. Voilà. Et donc, on a parlé d'un cessez-le-feu, tout le monde a fait la fête à l'étranger, ouais, ça y est, c'est la fin de la guerre et tout ça. Et c'est juste à ce moment-là que le Hezbollah, il s'est dit, bah, nous, on lâche pas l'affaire. Et donc, ils ont matraqué encore plus. Et je le savais que ça allait arriver. C'est le lendemain. Ma femme, elle me dit, bon, bah, c'est le cessez-le-feu, on va se coucher, normal. Et moi, je lui dis... Moi aussi, je l'ai pas senti. Et moi, je lui dis, mais... Moi, je reste avec mes vêtements, je sens que ça va... Et on s'est engueulé à cause de ça. Elle me disait... Je pense que vous n'êtes pas les seuls. Mais elle me disait, ouais, tu te stresses exprès, quoi. C'est presque... Ouais, voilà, tu le fais presque exprès, t'en profites de ce stress pour... voilà, quoi, c'est devenu... T'as raison d'être, quoi. Tu lâches pas l'affaire. Et je lui dis, mais non, mais regarde, c'était sur Ynet, il parlait du Liban, il disait qu'il allait avoir une attaque, ça se préparait, tu le sentais. C'est pas que pas seulement que tu le sentais, vraiment, le Tsahal, le soir vers 22h, a envoyé un communiqué en disant, donc ça a l'armée, en disant... il y a un risque élevé que des missiles du Hezbollah du Liban atteignent des régions au-delà de la région nord. Donc, moi, je me souviens, j'ai envoyé des textos dans mes groupes avec mes potes en disant, pour ceux qui ne parlent pas forcément hébreu ou quoi, en disant, il risque d'avoir vraiment une alarme cette nuit, préparez-vous, c'est le Liban. Du coup, quand c'est le Liban, il n'y a pas de préalarme, donc vous allez devoir courir. Pour ceux qui n'ont pas d'abri chez eux, préparez-vous. Et donc rester habillé. Et moi, j'étais allongé sur mon lit avec mes vêtements en mode je sais que ça va venir. Et on s'est vraiment. Enfin, c'est pas qu'on s'est engueulé, mais tu vois, il y avait une tension en genre. Même quand ça s'arrête, tu lâches pas l'affaire. Ouais. T'es toujours. T'es toujours en mode stress et c'est énervant à la fin parce que voilà, il n'y a plus que ça, il reste plus que ça, quoi. Et c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué à vivre parce que c'est vrai que moi, je suis toujours stressé. Et à 2h du mat, alerte. Et donc, je l'attendais. Donc, elle m'a pas stressé. Enfin, elle est plus stressante que l'autre vu que t'as que les 2 minutes. Donc, c'est directement la sirène. Mais je savais que c'était le Liban. Donc, j'ai tout de suite annoncé dans la maison, c'est le Liban. Les gosses se sont réveillés. Ma femme, elle a été obligée de s'habiller. On a couru en bas. Et ça, c'est un cessez-le-feu en Israël. Ça s'appelle un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. Parce que sur le nord, ça tape du soir au matin. Déjà, ce qu'il faut dire, parce là, tu donnes des détails importants, je trouve. Le cessez-le-feu devait avoir lieu, pour ceux qui se souviennent, enfin en tout cas, l'ultimatum de Trump devait avoir lieu jusqu'à 20h aux États-Unis, 3h du matin, ou 2h du matin. 3h, je crois. Ouais. 3h du matin en Israël. Donc déjà, on était vraiment... on dormait à moitié. Enfin, moi, je dormais avec un œil ouvert, quoi. Et... ce qui s'est passé, c'est que à 2h50, il y a déjà eu des alarmes. Ensuite, on est descendu 3 fois de suite au bunker et ça a continué même après l'ultimatum. C'est-à-dire que dès l'entrée de ce cessez-le-feu, l'Iran avait déjà violé le cessez-le-feu. Et après, il y a eu cette question de est-ce que le Liban fait partie du cessez-le-feu, hein. Netanyahou a dit dès le matin, d'ailleurs il ne nous a pas parlé, on n'a pas entendu rien, on peut toujours aller se faire voir. Mais le seul truc qu'il a dit, je me souviens, il a genre une phrase, le Liban ne fait pas partie du truc. Et le surlendemain, il y a eu cette opération de Tsahal au Liban que le monde entier a commencé à reprocher à Israël parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de morts civiles, où Israël a tapé en moins de 10 minutes une centaine de leaders du Hezbollah, et dans des tirs ciblés qui malheureusement font des victimes, des dommages collatéraux c'est horrible de dire dommages collatéraux pour des vies humaines, mais comme l'a dit d'ailleurs l'ancien président du Liban, il n'y a pas de guerre, toute guerre est inhumaine, et si Israël voulait détruire le Liban, ça ferait bien longtemps qu'il nous aurait détruits. Donc il y a un moment où même le Liban, tu vois, et je sais pas si tu as vu, il y a plein de vidéos de gens qui filment à Beyrouth en disant s'il y a la paix avec Israël, est-ce que vous irez en Israël ? Et ils te montrent ils ont fait la même chose à Tel Aviv et en Israël. En fait, les gens des deux côtés, ils ont envie qu'il y ait la paix. Ils comprennent que c'est le Hezbollah qui essaye d'exterminer Israël, le Hezbollah qui est envoyé par le Liban,
et que tout ça, en fait, si on arrive à neutraliser le moteur du terrorisme, qui est le régime des Mollahs, on libère les Iraniens et on libère Israël de ses menaces critiques, et on libère aussi les États-Unis qui, tu sais, là, tu as entendu la Premier ministre ou présidente italienne qui a dit en gros, c'est une guerre qui sert à rien, les États-Unis, Trump est fou, nan, nan. Et elle a dit une phrase, je me souviens pas exactement, mais c'était genre quel est le lien entre nous, tu vois, l'Ouest et l'Occident et le régime iranien. Et j'ai envie de dire, mais attendez, déjà, il y a une liste folle d'attentats et d'avions qui ont été directement d'attaques du régime des Mollahs contre des citoyens. Je crois qu'il y a environ 1000 citoyens américains qui ont été tués par des attentats orchestrés par le régime des Mollahs. Donc déjà, quand les gens disent oui, Trump, il a pété un câble, ça n'a rien à voir avec nous, c'est Israël. 1000 citoyens américains, c'est du délire. Et en plus de ça, tu vois, elle te dit... ça n'a rien à voir avec nous, tu vois, alors que je ne comprends pas, vous savez pas comment ça fonctionne, pourquoi il y a ce narratif comme quoi, vous savez pas que tous les matins, comme tu disais la dernière fois, tous les matins les élèves iraniens, ils doivent dire mort à Israël, mort aux États-Unis. Mais en plus, le Liban, c'est vraiment l'exemple parfait de la doctrine des gardiens de la révolution. Qui veulent expanser leur vision du monde. Et tu le vois au Liban, c'est exactement ça. Et moi, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire en Europe. Il n'y a pas de raison que si ça ait marché au Liban, ça ne marche pas en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Et donc, t'envoies et tu armes des groupes comme le Hezbollah, qui prennent petit à petit, qui prennent les pays de l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé au Liban. Et le Hezbollah, ils sont toujours à te dire, nous, on est une résistance. On résiste Israël. Ça, c'est le grand truc. Donc, et tu te dis, mais vous résistez quoi, en fin de compte ? C'est quoi vous résistez ? Au contraire, vous allez dans les zones résidentielles pour vous obliger les citoyens... Non, mais même à la rigueur, vous résistez quelle agression ? C'est-à-dire, il n'y a pas de litige entre le Liban et Israël. Mais bien sûr que si, Ronnie. Non. Mais bien sûr que si, la création, l'existence d'Israël, c'est leur résistance. On est d'accord. Et donc, ils se réveillent à chaque fois qu'il y a un problème avec l'Iran. Là, par exemple, en ce moment, comme il y a les pourparlers avec le Liban et comme il y a... ce cessez-le-feu avec l'Iran, ils tapent de plus en plus et on voit bien que leur but, en fin de compte, au Hezbollah, derrière c'est les Iraniens, leur but, c'est d'essayer de faire éclater l'alliance Israël-États-Unis. En essayant de faire une pression sur les Israéliens pour qu'il y ait de plus en plus de représailles et qu'ensuite les Américains soient obligés de dire quand même ouais, vous abusez et tout ça, et qu'il y ait un peu une espèce de séparation et ça marche pas du tout et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran, mais pas avec le Hezbollah, et depuis ils tapent de plus en plus. Hier ils ont tapé, mais je crois que c'était une des pires journées hier. Il y a eu, je sais pas, 200 missiles. Et quand on parle de missiles, encore une fois, c'est des roquettes, c'est des grades qui sont envoyés sur des populations civiles. Personne n'essaye. Ils ont même, de toute façon, ils n'ont pas la capacité de cibler une base militaire ou quoi que ce soit, puisque c'est pas des trucs où ils peuvent mettre une adresse GPS et que ça tombe exactement. Donc ils tirent, c'est du tir statistique. Ils tirent au maximum et c'est d'essayer leur but, c'est d'essayer d'avoir une réponse israélienne, de provoquer en mode 7 octobre. Et après en disant c'est nous les victimes. En mode 7 octobre, c'est-à-dire que c'était aussi la stratégie de... Tu veux dire c'était la stratégie C'était la stratégie de Sinoir, oui, de faire ce massacre pour qu'Israël réagisse et qu'après disent regardez les pauvres... Exactement. Ce qui est, encore une fois... Mais c'est leur stratégie, et c'est la stratégie iranienne depuis le début. Et ça fonctionne très bien dans l'Ouest, parce que tu vois, en fait, là où nous, on arrive à avoir ce recul, et j'espère que certains de ceux qui nous écoutent aussi,
c'est de dire, au final, ce sont des organisations terroristes qui ont pour but de faire le plus de dégâts civils. Des deux côtés, parce que ça joue dans leur agenda. En fait, comme tu dis, quand le Hamas nous attaque et qu'après, il y a une réponse israélienne et qu'il y a effectivement des milliers de personnes, de civils qui sont tués, des milliers d'enfants ou de victimes, ou au Hezbollah, au Liban, au sud Liban, on voit qu'il y a et à Beyrouth, il y a des victimes humaines qui sont vraiment pas liées au Hezbollah. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la pression internationale qui va dire à Israël, alors quand tu as des missiles, ou des roquettes qui tombent sur Israël, la loi internationale, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire personne t'en parle jamais. C'est-à-dire loi internationale, droit international. Quand Israël répond. Oui. Droit international, j'entendais Mélenchon, alors lui, j'entendais le président espagnol, la première ministre italienne, qui te parle tout d'un coup de droit international. C'est-à-dire que les missiles balistiques de l'Iran sur les populations civiles israéliennes, il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le droit international, no worries. Pourquoi ? Parce que de toute façon, Israël a toujours tort, puisque sa création, un peu, c'est donc tout ce qui se passe, on l'a bien mérité, donc ça tombe dans le droit international, il n'y a pas de problème. C'est en réponse à la création d'Israël. Quand Israël se défend, j'en reviens à ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est ça qui les rend fous, qu'on se défende. Et donc, droit international, tout d'un coup, tu as des Mélenchons qui te font des grands discours sur le droit international, et en fin de compte, quand tu vas au fond des choses, par exemple, tu regardes, je pense que le Liban, c'est l'exemple parfait. Ils savent que le Liban, c'est ce qui est en train de leur arriver. Ils savent que la France, l'Angleterre, la Belgique, ils sont en train d'être libanisés. Je me permets d'inventer un mot. Dans le sens où les frères musulmans, ils prennent des territoires de la République française, par exemple, et petit à petit, ils grattent, ils grignotent, comme ils ont fait au Liban, jusqu'à un moment où, par exemple, le Liban, aujourd'hui, elle n'a pas la force de se séparer du Hezbollah. On l'a vu là, on l'a vu avec... Mais parce qu'ils ont une dizaine de députés qui font partie de la coalition qui sont du Hezbollah. D'ailleurs, le candidat du Hezbollah aux dernières élections au Liban avait été soutenu par Macron. Ils n'ont même plus la possibilité militaire de se battre contre eux. Je ne sais même pas s'ils l'ont déjà eu. Je pense que quand tu es un pays, tu as une armée. Et donc, quand tu as une armée, tu es censé être celui qui fait, Bien sûr, tu as raison, mais fait régner le droit sur ton territoire. Et comme ils n'ont pas la force de faire régner le pouvoir sur leur territoire. Mais tu le vois, c'est en train d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer alors avec hier, on commençait les... Mais les frères musulmans, par exemple, ou toutes ces organisations comme le Hezbollah, qui sont encore une fois des organisations terroristes, c'est des organisations qui sont, par exemple, dans des pays comme la Jordanie, ils sont hors la loi. Bien sûr. En France, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir les frères musulmans. Déjà, il y a encore l'ambassade des Mollahs n'a pas été fermée. Mais t'imagines en France qu'il y a des pays musulmans qui savent exactement à qui ils ont affaire. Et eux, ils les ont mis directement hors la loi en disant « Mais non, parce qu'on sait comment ça finit avec vous. » Alors qu'en France, non, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas s'il n'y a pas de problème. Attends, au contraire, c'est encore pire qu'il n'y a pas de problème. On sent qu'il y a un problème, mais on a tellement peur qu'on nous traite d'islamophobes ou de racistes qu'on préfère ne rien faire et mettre en danger la sécurité du pays. Donc c'est encore pire. Ils le savent qu'il y a un problème. À part les woke complètement avec le... Et donc ils ferment les yeux, ils sont là à parler de droit international, ils se parlent, ils s'écoutent parler, ils croient que ça change quelque chose, alors que tout le monde le sait. Là, on l'a bien vu avec l'Iran. Trump, il leur a demandé... Il leur a pas demandé beaucoup d'aide, puisqu'au niveau militaire, ils en ont pas vraiment besoin, mais ils ont demandé de se servir de base ou de territoire aérien. Et les Européens, ils ont tous dit non, en gros.
Les Espagnols, ils ont dit non. Les Anglais, ils devaient envoyer des frégates. Mais oui, mais ils les ont dit Italiens, non. là, alors Mélanie, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit de toute façon, on voit pas le problème pourquoi il faut absolument empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique parce qu'il y a 9 pays qui ont la bombe atomique. C'est-à-dire, même ça, tu te rends compte à quel point ils viennent légitimer un régime dictatorial, assassin, terroriste, alors que c'est censé être les nations de l'Europe. Mais je pense qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre ils sont en train de perdre cette manche là de cette guerre et que plus ils vont mettre du temps à se réveiller et plus Enfin, ça ils n'ont va pas l'air d'être en process pour se réveiller là. Tu vois où des nitsots des étincelles de réveil à toi part la Pologne. Pourquoi la Pologne? Parce que la Pologne, ils ont La Pologne, t'as vu hier le mec qui avait pour Yom HaShoah avec au Parlement avec un drapeau israélien à la place du Magen David, c'était une croix gammée. Non, je l'ai pas vu celui-là. La Pologne qui se réveille. Non, mais à part la Pologne, au niveau européen, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur des mouvements, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays européens qui se réveillent et qui se rendent compte qu'ils sont en train d'être, encore une fois, libanisés, petit à petit. Et tu vois, par exemple, là, il y a les pourparlers qui commencent avec le Liban. Donc, je crois que c'est la première fois depuis les années, je sais pas, 70 qu'il y a des... Et il n'y a jamais eu de négociation directe. Tu as vu les images quand même. Moi, je trouve que c'est aberrant. Tu vois, autant Yom HaShoah, autant ces négociations qui sont des événements tellement importants. Bah, je trouve que ça passe un peu... tu vois, j'ai l'impression qu'en France, on parle plus des négociations qu'ici. Parce qu'ici, on sait qu'au final, c'est Trump qui a obligé Netanyahou. Il n'a pas eu le choix, parce que justement, à cause des attaques à Beyrouth et tout, donc il lui a dit, maintenant, t'arrêtes tes conneries, tu vas... Ouais, mais c'est des vraies fausses négociations. Non, moi, je pense que c'est des vraies négociations. Ouais, mais c'est pas des vraies négociations. Pourquoi c'est pas des vraies négociations? Attends, quand tu vois les deux drapeaux l'un à côté de l'autre, on est d'accord. En prime time au Liban... Mais il n'y a pas de Tsevet Massa ou Matan. Il va falloir que tu traduises. Il n'y a pas d'équipe de négociation. Il n'y a pas d'équipe de négociation, donc il y a juste les ambassadeurs qui sont là, qui se parlent, qui se disent bonjour, au revoir. Mais ils n'ont pas. Mais oui, d'accord. Donc il y a un premier, on va dire, il y a un serrage de main, il y a un bonjour, au revoir. Mais il n'y a pas des gens qui sont là, il n'y a pas de cartographe, il n'y a pas. Généralement, quand il y a des négociations, il y a tout un groupe de gens qui sont là pour mettre les choses. Oui, mais là, la cartographe, c'est pas ce qu'il y a besoin. Non, je veux dire dans un sens où, à mon avis, les deux gros dossiers, c'est est-ce que déjà on veut la paix ou pas? Le fait qu'il y ait une négociation, ça ne veut pas vraiment dire que nécessairement on veut la paix. Donc déjà, il faut acter le fait qu'on veuille vraiment une paix et à quoi elle ressemble. Et le deuxième point, c'est évidemment le point de la sécurité et de la possibilité du Liban de désarmer vraiment concrètement le Hezbollah pour assurer la sécurité à ses citoyens et à Israël. Mais il n'y a qu'une seule entité qui puisse désarmer le Hezbollah. C'est l'entité hébreu. C'est Tzahal. Pourquoi? Je suis pas du tout d'accord. Qui va aller se frotter à eux? Bah, l'armée libanaise. Tu parles. Ils n'ont pas la force. Ils n'ont rien. Pour l'instant. Mais ça doit faire partie des négociations. Ils n'ont pas de soldats. Enfin, ils ont quelques soldats, mais bon, ils n'ont pas. Déjà, ils n'ont pas la volonté. C'est ça, donc c'est ça dont je parle. Mais même s'ils l'avaient, ils n'ont pas. Ils n'ont pas les soldats, ils n'ont pas l'entraînement, Ronnie, ils n'ont pas les tanks. C'est pas en allant tuer, en allant envoyer nos soldats mourir. Laisse-moi finir. C'est pas parce qu'on envoie nos soldats qu'on arrive à désarmer le Hezbollah. On arrive à annuler par-ci, par-là. Attends, ça fait depuis les années 80, t'es mieux placé que moi pour le savoir. On n'y arrive pas. On dit exactement la même chose. Oui, ce que je veux dire, c'est que tout le monde est là à dire ouais, il y a des pourparlers, c'est super et tout, il va y avoir la paix, mais cette paix-là, il faut se donner les moyens. Moi, je dis pas du tout ça. Je dis pas du tout il va y avoir la paix. Non, moi, je pense qu'on peut y avoir la paix. Mais si on veut vraiment la paix, il y a le premier step à faire, c'est désarmer le Hezbollah. Après, je te parlerai du Hamas, si tu veux. Et pour désarmer le Hezbollah, parce que évidemment, le Hezbollah, ils sont pas là en disant nous, on va vous rendre nos fusils, on va vous rendre nos missiles. Ils sont là, mais pas du tout. Nous, on est la résistance et eux, c'est des Iraniens de toute façon. Ils sont pas là pour le Liban, ils sont pas là pour la cause palestinienne, ils sont là pour la révolution iranienne. Et donc, les seuls à avoir la capacité militaire de les désarmer pour l'instant,
c'est Tsahal, c'est les seuls à Non, faire. les États-Unis, Mais les États-Unis, l'OTAN. ils vont jamais envoyer leurs soldats. Les Français, ils parlent, mais je vois Non, pas, non, je mais les les vois Français, pas ils le envoyer font. la Légion étrangère. Israël veut pas que les Français fassent partie du truc. Qu'ils y aillent. Moi, si demain la Légion étrangère atterrit à Beyrouth et envoie ces gars se frotter, je suis le premier à dire OK. Oui, mais c'est pourquoi pas que du combat physique désarmer Mais le Hezbollah. Si, Ronnie. c'est que du combat physique. Non. Au début, t'as pas d'autre choix. Et, Quand t'es et elles avec viennent des gens, d'où les armes? Elles sont pas créées au Liban. Elles viennent par la Syrie depuis l'Iran. Bah donc du coup, c'est pas que du combat. Faut aussi arrêter et trouver une solution pour arrêter. Tu les arrêtes comment par des en demandant frontières, gentiment non, à bien sûr l'Iran que non, d'arrêter. je veux dire, c'est pas quand tu as des camions, des souterrains qui amènent des missiles et des explosifs. Tu les et arrêtes tout, comment? bah, tu les arrêtes à la source. En faisant quoi? En bloquant les. Bah, non, mais je veux dire, c'est En pas. bloquant avec qui? Mais ça, même Avec l'ONU, un ils soldat? peuvent le faire, Mais bien sûr. Mais pas du tout. Mais bien sûr que L'ONU, si. ils feront jamais ça Pas parce que, ok, imagine qu'il y a un Ils le checkpoint. feront jamais pour l'instant. Alors ils qu'il y a le un font pas. il y a un checkpoint et il y a un camion qui arrive avec des missiles à l'intérieur. Ouais. Et au checkpoint, il y a des casques bleus. Et ils sont là, ils disent on vous laisse pas passer. Et t'as 3 gars du Hezbollah qui sortent avec des Kalachs et qui leur disent nous on passe quand même. Ok. Est-ce que tu crois que les casques bleus ils vont leur dire bah non vous passez pas? Ok, donc donc tu penses vraiment que le Liban va accepter que Tsahal gère son territoire? C'est pas que C'est pas nous- réaliste ce que tu dis. nous on est les seuls à ce que ça fasse vraiment chier parce que nous on se mange les missiles. Donc on est les seuls à faire le boulot. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui se donne les moyens de dire nous on fait partie de cette coalition, mais on envoie des soldats, on fait des frappes. Sur les convois de missiles qui arrivent de l'Iran. Parce que si tu les frappes pas, bah, ils arrivent. Et puis une fois qu'ils sont dans le Liban, bah, ils nous tombent sur la gueule. Et donc, tant que tu fais rien, tant que c'est juste du blabla, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Non, mais d'accord, je Mais te y a parle pas que des Israël. casques bleus, mais l'OTAN. C'est qui attends, l'OTAN? bah, c'est des armées. C'est qui l'OTAN? Déjà, t'as plus l'Espagne, t'as plus Bon, bah, c'est pas l'Angleterre, l'Espagne t'as qui plus allait la Belgique. envoyer. T'as qui? Qui va envoyer des soldats pour aider Israël? Eh ben justement, c'est de Les ça qu'il Allemands? faut parler. Non. Pourquoi? Les Français? Non. Bah, Les parce que Américains? Ils ont trop les- peur de leur les- politique intérieure. Il n'y a Tous que ceux les qui sont- Américains. Mais Non, les Américains, mais même tous les pays qui sont les Émirats, tous ces ils font pays-là. pas partie de l'OTAN, les Bien Émirats. sûr que non. Mais je te dis, ces pays-là, cette alliance qui est contre l'Iran et qui comprend que Jamais ils enverront des gens Donc, faire le alors, boulot. d'un coup, tu Dès- dis qu'il y aura parce la que- paix, et d'un autre côté, tu dis que c'est impossible. Je te dis que c'est très compliqué parce qu'il y a un problème. Il y a un problème de Shoresh. De Racine. Je sais, la semaine dernière, déjà, on avait dit racine. Il y a un problème qui est à la racine de ça. Il faut déraciner le Hezbollah. Et la seule façon de le faire, c'est kinétique. C'est avec la force. C'est pas des gens avec qui tu leur Mais dis. bien sûr que non. Mais je pense que c'est aussi beaucoup Mais les Libanais, ils attendent que ça, la d'argent, paix. de comptes bancaires qu'il faut, de responsables du terrorisme qui sont iraniens, qui sont sur place. Je ne sais pas s'ils ont réussi à virer d'ailleurs l'ambassadeur. Non, il est toujours là-bas. C'est des hauts dignitaires, c'est des comptes bancaires, c'est de l'argent, c'est de la drogue, c'est la plateforme de la drogue. Tous ces trucs-là, évidemment que c'est pas Tsahal qui va s'en occuper. On est d'accord, mais encore une fois, personne ne fait rien. Personne ne fait rien jamais contre le Hezbollah. Il parle, Jusqu'à on est présent. d'accord. Je vois pas, encore une fois, par exemple, la France qui a les plus gros intérêts, vu que le Liban, ancien directorat, ancienne colonie, ils ont j'imagine, des accords Protectorat, je sais pas si c'était peut-être un protectorat. stratégiques, économiques avec le Liban. Ça devrait être les premiers concernés. Donc, Oui, mais c'est les premiers concernés, mais ils font que de la merde. Et Israël a dit clairement. non, mais dans un monde Israël a dit normal, clairement- dans un Ah monde oui, normal, d'accord. les Français, Bah, ils sont concernés. Il veut Macron. C'est Israël qui veut pas et les Libanais, on les a pas entendus dire d'ailleurs quoi que ce soit. Les Libanais, ils sont vénères contre les Français. il veut, mais il fait rien. C'est-à-dire, il parle en disant. Mais tant mieux qu'il fasse rien. Attends, on veut pas. Regarde toute la merde qu'il fait. L'Iran, il a ça se amené retrouve toujours contre nous. Puisque donc, l'ayatollah. donc, quand nous, on fait des frappes sur les gens du Hezbollah, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et ben, c'est nous qui nous faisons pas d'accord avec de toi. droit Je international. suis pas d'accord avec toi. À partir du moment, l'armée, une attaque militaire, une opération militaire, c'est censé être la première étape pour apporter à une solution politique. On est On d'accord. est dans la solution politique. Alors, attendons de Mais voir. la solution politique, elle peut pas arriver
si tu n'as pas les moyens stratégiques. Enfin, tu ne peux pas te permettre... Admettons que demain, il y a un accord de paix qui soit signé. Vraiment, c'est la grande paix entre Israël et le Liban. C'est-à-dire, le Premier ministre libanais vient à la Knesset, il nous fait tout un discours. Netanyahou part à Beyrouth, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content. Ils ouvrent des routes. Tu crois que le Hezbollah, ils vont faire quoi pendant ce temps-là? Mais je te dis pas le contraire. Qu'est-ce que j'ai Non, mais tu as tout à fait raison. Mais qu'est-ce que j'ai dit quand on a commencé la discussion? J'ai dit il y a 2 points de ces négociations. À quoi ressemble la paix et le désarmement du Hezbollah. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tant qu'il n'y aura pas le désarmement... Ok. Je t'avais dit Hamas. Dis-moi. Il y a eu soi-disant ce cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza. D'accord? La fin, après le 7 octobre, le plan de paix, les 15 points et tout ça. Et tout le monde attend quoi maintenant? Tout le monde attend que le Hamas se désarme. Et qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là, le Hamas? Ils fument leur clope en se disant... Mais bien sûr que non. Et donc, eux, ils se réarment. Oui. Et ils sont pas du tout... Mais c'est l'échec de qui, ça? Et c'est l'échec de tous ceux qui sont autour. Non, mais attends, autour. tu compares 2 choses incomparables, Ronnie. Non. Il y a un pays souverain, le Liban. Est-ce que les Pas Turcs pareil. ou Singapour, ou, je sais pas, l'Indonésie, excuse-moi, qui devaient envoyer leurs forces spéciales pour faire tout le travail. Est-ce que eux, les Turcs ou les Indonésiens, ils vont aller taper sur le Hamas en leur disant « On vous avait dit qu'à 14h, vous ramenez vos fusils, vous ne les avez pas ramenés, maintenant ça va barder. » Mais bien sûr que non, mais ça on le savait quand l'accord il a été signé. Attends, tu compares des choses, je suis désolée. Encore une fois, qui fait le boulot à la fin? Mais c'est pas du tout la même chose. C'est exactement pareil. Mais pas du tout, le Liban c'est un pays souverain. C'est un pays souverain, ils doivent gérer leur truc, c'est pas à notre armée d'aller gérer. Le Hamas, ils peuvent pas. S'ils étaient souverains, il y aurait longtemps que ça se serait. Mais je dis pas qu'ils peuvent, je dis que cet accord, il doit trouver une solution concrète et je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que la solution c'est de Tsahal. Je veux pas moi envoyer nos soldats continuer à mourir. On est d'accord, je te dis. Et le Hamas, ça n'a rien à voir. Comprends pas ce que je dis. Je te dis pas que je suis content ou que je pense que c'est. Je sais que t'es pas content. Je te dis tu pas dis que c'est la seule solution. Je te dis pas ça en essayant de t'expliquer qu'il n'y a que nous qui puissent le faire, que ça c'est à nous de le faire. Je te dis, moi j'aimerais bien que ça soit les Français ou les Américains ou les Allemands ou les Espagnols ou qui tu veux. Mais comme ils font rien, on est toujours en fin de compte le dos au mur, puisque c'est nous. En ce moment, les missiles, ils tombent sur qui? Ils tombent pas en Espagne. Mais Ronnie, attends, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là tu joues le jeu sans le vouloir. C'est pragmatique. Mais non, on n'a jamais eu. Il faut arrêter de regarder toujours dans le passé en disant on a essayé. On n'a jamais essayé de négociation de paix. Mais je te dis direct. pas le contraire. Donc attendons je te dis de pas voir. Pas négocier. Je te dis pas de pas négocier. Je suis d'accord pour les négociations. Mais est-ce que encore une fois, est-ce que ces négociations vont Moi, je t'ai dit que non. Je t'ai dit que les négociations allaient échouer. C'est toi qui as dit que ça allait réussir. Donc on va continuer à se manger des missiles. Donc il y aura des négociations. Mais évidemment, parce que Netanyahou, tu crois qu'il veut la paix? Mais tu crois qu'il veut la paix, Netanyahou? Regarde à Gaza. Je pense que lui, ça l'arrangerait. Je pense que lui, personnellement, ça l'arrangerait d'avoir la paix au Liban en disant on a réussi à faire ce que jamais. Non, ça l'arrangerait d'avoir l'étiquette de la paix, pas la paix. Ce qui l'arrange, c'est de dire regardez, on va aux élections dans 6 mois, où il va peut-être avancer les élections. J'ai amené la paix avec le Liban. Mais de facto, il ne veut pas la paix, comme il ne veut pas que le Hamas soit détruit, parce que sa stratégie de survie politique, elle est basée sur le fait que Israël doit être en danger permanent pour dire il n'y a que moi qui peux apporter la sécurité. Et je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il n'y ait aucune sécurité, ça continue à lui réussir cette politique. Donc il n'a aucun intérêt concret à faire plus qu'une étiquette. Admettons que demain le gouvernement change et que ça soit Yair Golan qui soit Premier ministre israélien. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait faire différemment pour réussir à dé-hezbollahiser? T'as vu, j'invente des mots. J'invente des verbes. Pas mal. Pour dé-hezbollahiser le Liban, que les autres n'ont pas fait. Alors, déjà, je vais pas... En admettant, vas-y, prenons le scénario. Je vais parler pour moi, pas pour Yair Golan, si tu me permets. Ou peu importe, ou Bennett, ou Lapid, ou qui tu veux que ça soit. Je pense qu'il n'y a pas... Tu sais, il y a un slogan en hébreu. Rak shalom yavi bitachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Seulement la paix amènera le calme. Uniquement la paix réussira à amener la sécurité.
il n'y a pas plus vrai que ça. Quand on regarde ce qui se passe avec la Jordanie et l'Égypte, qui sont les 2 pays frontaliers qui ont essayé de nous exterminer à maintes reprises, et qui aujourd'hui sont une paix qui n'est pas une paix d'amour, mais une paix fonctionnelle, qui nous permet de ne pas être en guerre, de ne pas recevoir des missiles et de ne pas avoir des 7 octobre qui viennent de Jordanie ou de... Tu dis exactement ce que je dis. Ouais, mais je dis pas la contraire. Donc attends, je réponds à ta question sur le Liban. C'est exactement ça. Donc c'est exactement ce que je te dis c'est ma réponse par rapport au Liban. Je pense que, étant donné que les populations libanaises et israéliennes ont en commun d'être les victimes du Hezbollah, il n'y a pas d'autre solution pour apporter la sécurité aux Libanais et aux Israéliens que de se séparer, détruire, exterminer le Hezbollah. Maintenant, tu me demandes de te répondre ce que Yair Golan, qui est un ancien chef d'état-major vice-chef d'état-major de l'armée, ferait. Je ne suis pas moi, Chana, capable de te donner une stratégie. Mais des négociations de paix, mais il n'y a pas d'autre solution. Avec qui? Avec le Liban? Bien sûr. Et une fois que tu as la paix. Mais avec, comme tu dis, des vraies équipes de négociation. Tu as négocié avec la un paix. Vrai plan. Ok, tu as négocié la paix et tu as la paix. Tu as un Ça plan veut dire quoi la paix? Ce que tu veux. Imagine ton pire délire de paix, c'est celui-là que tu as. Ok. Comment, dans Mon ce pire, schéma... Mon meilleur. Ouais, ton meilleur, excuse-moi. Comment dans ce schéma, tu fais rentrer le fait de démilitariser ou de désarmer le Hezbollah? Qui s'en charge? Sur le fait, quoi. Mais dans je t'ai les déjà faits répondu. T'apprécies pas ma réponse, mais je t'ai déjà répondu. Pour moi, c'est netto une coopération militaire avec non seulement Israël et l'armée libanaise, qui, tu as raison, est très faible, et des puissances supplémentaires, que ce soit l'OTAN ou des pays qui sont en guerre avec nous, qui sont alliés contre l'Iran, qui doivent prendre leurs responsabilités. Mais quand tu as des pays qui sont pris en otage comme ça, personnellement, c'est pas eux qui peuvent faire le boulot. Et donc, tu serais en attente qu'il y ait une aide européenne, par exemple, l'OTAN, par exemple, okay. en venant, en disant OK, on va vous aider à démilitariser. Non, mais attends, tu dis ça comme si c'était du jamais vu. Il y a eu d'autres pays en guerre qui étaient pris en problème, otage et qui ont été démilitarisés. On dirait que genre c'est du jamais vu. C'est pas du tout du jamais vu. Un pays faible, divisé. Tous les pays d'Afrique, c'est quand même moi, j'ai pas une expertise sur tous les conflits du monde entier, mais on est quand même, faut arrêter de penser qu'on est unique et qu'on a un truc particulier que jamais personne n'a réussi à régler. On est d'accord, mais par exemple, il y a un moment où tu es obligé d'envoyer. Mais c'est pour ça que je te dis une coopération militaire. Et donc, dans cette coopération militaire, qui viendrait remplacer les soldats de Tsahal? Parce que moi, je suis pas pour envoyer les miens. C'est une aide c'est évident que tu me demandes concrètement. C'est évident que dans un plan de paix, Israël, qui est aujourd'hui presque jusqu'à qui a déplacé, qui est presque jusqu'à Beyrouth aujourd'hui, les troupes israéliennes, elles vont pas se retirer totalement. Ça va être. On l'a déjà fait 10 fois, ça marche jamais. Parce mais que là, ça va, parce qu'on l'a fait sans mettre un remplacement. C'est exactement ce qu'on a fait en 2006 avec le désengagement de Gaza, où Israël s'est retiré. Et les casques bleus sont rentrés sur le territoire. Mais les casques bleus, c'est de la merde. Je te parle pas des casques bleus, je te parle de vraie armée, pas une armée de défense qui sert à rien. Mais quelle vraie armée? L'OTAN, ils veulent pas. S'ils le voulaient, ça se serait. Mais ils veulent pas. Il y a jamais eu de négociation de paix. Tu sais que la Turquie, elle fait partie de l'OTAN? Oui. Tu sais que c'est un des pires ennemis d'Israël. Mais je te dis c'est des pas gens qui sont là du soir au matin à traiter. Alors pourquoi ils sont à Gaza? Pourquoi ils sont soi-disant... Qu'est-ce qu'ils font à Gaza? Ils reconstruisent et ils investissent. Ah ouais, je l'ai déjà désarmé le Hamas et après investissent. Mais ils n'ont aucun intérêt à désarmer le Hamas. Ah, donc voilà. Donc mais c'est une connerie de Netanyahou et de Trump, on est d'accord? C'est une horreur ce qui se passe à Gaza. Donc on est en mode, on va investir. Mais je te dis pas que l'armée turque, elle doit développer des investissements au Liban. Le Liban, c'est un pays souverain qui n'acceptera pas des investissements étrangers avec des pays... Comment tu peux avoir la sécurité quand tu as des missiles qui continuent à tomber sur ta tronche? Mais il y aura toujours des missiles, comme Rabin l'avait dit. Il faut faire un processus de paix comme si on n'avait pas d'attaque. Et il faut combattre les attaques comme s'il n'y avait pas de processus de paix. Tu sais que c'est ce que Netanyahou il a dit la semaine dernière. Oui, il répète ce que dit Rabin, c'est très bien. Je ne suis pas un grand fan de Netanyahou, on est d'accord. On est d'accord. Donc moi, je pense que ce truc-là de dire mais on l'a déjà fait, mais ça va pas marcher, ça va pas marcher. Ça marche pas jusqu'à ce que ça marche. Attends, tu penses que les gens... Tu sais très bien, les gens par rapport à la Jordanie et à l'Égypte, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il allait avoir la paix. La Jordanie, c'est un exemple excellent. La Jordanie, ils se donnent les moyens parce qu'ils se donnent les moyens qui est le calme. Je ne te parle même pas de paix. Parce qu'en Jordanie, 80% des Jordaniens, ils sont palestiniens. Et donc, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas nous blairer.
Mais le royaume jordanien, ils savent qu'ils ne veulent pas de Hezbollah, ils ne veulent pas les frères musulmans, donc ils se donnent les moyens. Ils ont une armée, ils ont une police, et quand les gars ils s'approchent un peu trop près de la frontière, ils s'en chargent tout de suite. C'est incomparable. Et donc, c'est incomparable. C'est une monarchie avec aucun membre du Hezbollah ou des frères musulmans qui fait partie de son gouvernement. C'est incomparable, ta comparaison. Ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il y a une paix ou un calme entre la Jordanie et Israël. C'est parce que les Jordaniens s'occupent de leur côté de la frontière. Et ils ne laissent pas n'importe qui arriver et envoyer des missiles. Et si demain, il y avait un groupe terroriste qui décidait d'envoyer des missiles de la Jordanie sur Beth Shean ou quoi que ce soit, ils s'en occuperaient tout de suite, sans dire bon, bah nous, c'est pas nous, hein, c'est nous, c'est le. Mais tu compares deux trucs qui sont incomparables à mes yeux. Oui, s'il y avait des missiles du Hezbollah qui tombaient sur la France, Macron, il se réveillerait, il accepterait pas. Oui, bah d'accord, on est d'accord, mais c'est incomparable. Tu as un pays qui est extrêmement faible, avec une armée extrêmement faible, avec des régions entières de ce tout petit pays qui sont contrôlées de facto par le Hezbollah et une dizaine de députés qui font partie du gouvernement au sein du pays. Donc, c'est incomparable, c'est évident que cette paix et cette négociation, c'est compliqué. Je te dis, si c'était facile, ce serait déjà fait. C'est clair. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que les premiers pas pour arriver à désarmer le Hezbollah, déjà, c'est de couper la tête du dragon. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en Iran. On a tué Nasrallah, on a tué avec les beepers. Là, avec la dernière attaque aussi, en simultané, sans chef du Hezbollah, Israël le fait. Ok, on est d'accord. Donc maintenant, dans cette continuité de ce que Israël a fait avec des exploits militaires contre cette organisation terroriste, il faut un accord de paix qui va continuer créer une coopération militaire et stratégique entre Israël et le Liban au niveau des États, qui va se traduire par une coopération militaire et avec le soutien des États-Unis, qui est peut-être, comme tu le dis, un soutien militaire. Il va devoir falloir mettre en place un plan qui va amener à terme à une stabilité politique. Voilà. Moi, je suis d'accord. J'achète. Ok. Le truc que tu dis, là, j'achète. Tu m'envoies à Washington négocier ? Ouais, si tu veux. Ouais, moi, je t'envoie. Il n'y a pas de problème. Enfin, j'aimerais bien que les négociations commencent vraiment, quoi. Enfin, pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est des vraies fausses négociations. C'est juste pour faire... Mais on est d'accord, parce que Bibi ne veut pas du tout la paix. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est Trump qui les force à s'asseoir, parce qu'il en a besoin. Il a besoin qu'il y ait le calme pendant... Mais il n'y a pas le calme depuis que les négociations ont commencé. Comme tu dis, c'est les plus grosses attaques du Hezbollah sur Israël. Ouais, mais si tu arrives à faire croire qu'il y a le calme, parce que les missiles qui tombent sur Israël, ça dérange personne. Si tu arrives à mettre une photo sur la page de garde de CNN d'un plan de paix entre Israël et le Liban, c'est banco. C'est mieux que personne va montrer les missiles qui tombent sur Israël. Donc ça fait croire qu'il y a la paix. Ça fait croire qu'il y a une détente, alors qu'il n'y a rien du tout. Donc c'est des vrais faux... c'est vraies fausses négociations. Mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. On avait dit qu'on en parlait vraiment, tu vois, qu'on faisait un point. Ouais, bah on s'est lâché. On s'est lâché. Non, et puis tout ça, c'est dans le contexte des négociations entre les États-Unis et l'Iran qui n'avancent pas. Mais moi, je te dis ça parce que je suis frustré. Ouais. Je te dis pas ça. Il y a que nous qui pouvons faire le boulot. Ouais, je te dis pas ça en essayant de soutenir la doctrine de Netanyahou. Je te dis ça parce que je suis frustré, surtout des Européens qui étaient censés être là. Et qui sont jamais là, en fin de compte. Ils parlent, mais... ils sont sur leur gloire passée, quoi. Il n'y a plus de gloire, il n'y a plus personne. Tout le monde sait que, de toute façon... Ils n'ont plus de rôle à jouer, en tout cas, par rapport à ça. D'ailleurs, je pense qu'il y en a certains des pays qui se voilent pas la face et qui savent qu'ils n'ont plus rien à jouer là-dedans. Il y en a qui continuent à s'obstiner et à décider d'être du mauvais côté de l'histoire. Mais écoute... moi, ça me fait rire. Je me dis, Mélenchon, quand il a vu la photo là, de la Libanaise et de l'ambassadeur israélien, les deux drapeaux à côté, se serrer la main et tout, il devait être en panique. Genre, il n'a pas dû dormir de la nuit, lui. Tu vois ou pas ? Genre en mode, putain, un socle de ma propagande est en train de s'effondrer. Comment ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Où est Rima ? Comment on va pouvoir continuer ? Sortez Rima ! Ah non, merde, elle est en garde à vue. T'imagines la paix entre Israël et le Liban ? Putain, comment on gère ? Comment on va être élu ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Ouais. Par rapport à Yom HaShoah,
il y avait un élément, et on parle un peu de Bibi, il y avait un élément dont tu voulais parler que je trouve très intéressant, c'est donc Yom HaShoah a commencé avant-hier, donc les fêtes juives en général durent 25 heures, elles commencent la veille au soir et elles se finissent donc le lendemain, et donc bien que Yom HaShoah n'est pas une fête religieuse, il y a cette tradition C'est juive. C'est pas une fête. Cette commémoration, tu as raison. On commémore l'Holocauste. Voilà, l'Holocauste. Et donc, par exemple, pour ceux qui le savent, au Mémorial de la Shoah à Paris, cette tradition, elle continue. Et depuis de nombreuses années, il y a une lecture des noms des déportés qui sont morts en déportation, des déportés juifs qui est lue. Et d'ailleurs, pendant la nuit, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais à la Chaumière, on allait pendant la nuit, parce que évidemment, les personnes importantes qui font et puis les familles qui vont faire la lecture des noms, la nuit, ils veulent dormir, donc on envoyait les jeunes. Et donc, pendant la nuit, on faisait cette rotation pour que ça ne s'arrête pas et que pendant ces 24-25 heures, qu'on puisse lire et rendre honneur et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont perdu la vie pendant la Shoah. Et donc, chaque année, il y a cette question de qu'est-ce qui va être dit à Yom HaShoah, et principalement parce qu'il y a 10 ans exactement, donc le soir à l'entrée de Yom HaShoah, il y a 10 ans, donc en 2016, l'ancien vice-chef d'état-major de l'armée, souvent c'est le vice-chef d'état-major de l'armée, qui fait le discours officiel à Yad Vashem, donc le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Je m'en rappelle. Et cette cérémonie est d'ailleurs transmise diffusée en direct à la télé, et tout le monde peut suivre, et c'est donc le moment officielle, la cérémonie officielle, comme vous pouvez vous imaginer à quoi ça ressemble. Et donc, il y a 10 ans, en 2016, l'ancien chef d'état-major, vice-chef d'état-major, qui fait donc traditionnellement ce discours. À l'époque, Yair Golan, qui depuis est chef de parti, fait un discours qui, sans le vouloir, va lancer quelque chose de dingue dans la société israélienne. Et alors moi, du coup, comme je travaille avec Yair Golan depuis pas mal d'années, j'ai aussi quelques petites infos croustilles à partager. Envoie la sauce. Et en fait, tu vois, souvent, donc on va parler de ce discours. Ce discours, il est connu sous le nom de Ta'alichim. Le discours des Ta'alichim, des processus. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il a fait ce discours en disant, à la veille, en cette commémoration, nous voyons qu'au sein de la société israélienne, il y a des processus inquiétants qui peuvent rappeler. Il n'a pas comparé, il a dit qu'ils peuvent rappeler les heures noires de l'Allemagne il y a 70, 80 et 90 ans, donc avant le début de l'Holocauste et pendant. Et, tout ce qui était déhumanisation des Juifs, extrémisme, les lois qui sont passées. Non, à l'époque, à 10 ans, c'était pas sur les lois. Il parlait vraiment en tant que chef de l'armée, ce qu'il voit dans Cisjordanie, ce qu'il voit au sein du gouvernement. Il voit, et c'était même pas le gouvernement le plus extrême d'Israël à l'époque, mais c'est-à-dire il voyait professionnellement, et c'est quelqu'un qui est vraiment féru d'histoire, Yair Golan, donc il connaît très très bien l'histoire militaire, et donc il fait ce discours. Maintenant, ce discours, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a créé une folie, c'est-à-dire en une seconde, donc le soir même, un discours qui était au final pas très... personne n'a beaucoup... Ouais, il a rien dit de vraiment que n'était pas clair Ronnie, depuis longtemps. Parce que quand tu manges, tu ne parles pas, sinon ça va pas être très agréable. Et donc du coup, quand il fait ce discours, il y a ce qu'on appelle maintenant la machine du poison de Netanyahou, donc toutes ces bots sur Internet et ces relais dans les chaînes de communication qui se lancent dans un truc de diabolisation totale de Yair Golan, qui à l'époque, je vous le rappelle, n'est pas du tout en politique, hein. Donc et donc une attaque directe contre l'armée en disant c'est une position politique, tatata. Maintenant, moi qui connais bien Yair, je peux vous dire qu'il n'a pas capté. Parce que pour lui, c'était une réalité historique, une réalité factuelle. Et, la chose qu'on ne sait pas, ce discours, il a été validé par Dovert Tzahal. C'est-à-dire il avait été lu déjà. Il avait été lu. Par la censure de l'armée. Par la censure, par le département de communication de l'armée, qui avait trouvé ça tout à fait neutre et historiquement véridique. Donc ils avaient dit, c'est quelque chose de... Voilà. Ouais. Et donc du coup, Yair, quand il a lu ce truc-là et qu'il a vu, il ne s'attendait même pas à cette réponse. Pour lui, c'était juste être honnête intellectuellement. Et donc, du coup, en fait, ça a été vraiment sorti de son contexte pour en faire un truc vraiment ciblé. Ça lui a coûté
probablement son rôle. Il n'est jamais devenu chef d'état-major. Et il est devenu, à ce moment-là, l'ennemi juré de Netanyahou, à tel point que Lieberman, qui était le ministre des Défenses, a pris rendez-vous avec lui pour lui annoncer qu'il ne serait pas chef d'état-major, en lui disant après ton discours, Netanyahou, il ne te laissera jamais. Et donc, dès ce moment-là, ça vient confirmer justement ce qui était dans le discours. Et depuis 10 ans, en fait, toute cette augmentation du kahanisme, du fascisme, d'Israël comme une démocratie illibérale, des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie, des dérives sectaires des ultra-orthodoxes contre les femmes, tous ces éléments, en fait, ils n'ont fait qu'augmenter. Et donc, 10 ans plus tard... On est tellement loin enfin, c'est Tahalichim, donc c'est, comment tu dis Tahalichim ? Processus. Ces processus, ils ont abouti. Ces processus sociaux, sociétaux, ces fameux processus dont tu parlais, ont abouti. Ont vraiment abouti, on le voit. On le voit très bien. Et autant en 2016, je sais que beaucoup dans la société israélienne disaient qu'il avait exagéré parce qu'effectivement, le narratif a été mis en place comme quoi c'était une exagération. Autant aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens se disent qu'il a raison. Et donc, chaque année, à Yom HaShoah, ça. Et à chaque année, il y a une trend, une tendance sur Twitter de Yair Golan Tzadak. Yair Golan avait raison. Et donc, il y a ce truc, comme ce slogan qui revient chaque année, qui montre l'angoisse des Israéliens. Et il faut comprendre que le plus gros traumatisme des Juifs, c'est évidemment l'Holocauste. Et donc, en fait, quand on dit les processus se ressemblent, la peur, c'est évidemment que la société israélienne soit pourrie de l'intérieur au point de vraiment devenir un régime fasciste. Et malheureusement, on voit des dérives très très claires que Yair Golan, dont il a parlé il y a 10 ans, et aujourd'hui, en fait, presque, c'est tellement politisé qu'on peut même pas dire voilà 1, 2, 3, 4, 5, voilà les éléments qui montrent qu'Israël est en train de devenir un régime à tendance fasciste, parce que c'est tellement sacré, évidemment, l'Holocauste. Rien que le fait que tu aies un Ben Gvir au gouvernement, je vois pas pire que ça. Attends, comment il s'appelle, Strouk, elle est pire que Ben Gvir. Enfin, non, mais ces gens-là, tu vois, c'est la preuve. C'est la preuve qu'il a raison. C'est-à-dire, ces gens-là, il y a 10 ans, ils n'étaient même pas à la Knesset, ces partis-là. Ils étaient refusés. Encore une fois, c'est des gens qui ont été arrêtés par la police, par le Shabak. Condamnés pour terrorisme juif. Condamnés, alors que tout le monde sait très bien qui c'est, quoi. C'est des fous, quoi. Et tout à fait. Et donc, il y a ce processus-là. Et Netanyahou s'allie avec eux parce que parce que c'est sa survie politique qui compte. Et donc, Netanyahou, en tant que chef d'État, a donc parlé cette année, a fait un discours à cette commémoration. Oh, putain. Et il nous a dit... J'avais promis qu'il n'y aurait pas d'Holocauste. Ouais, je m'étais engagée depuis la Shoah, on le dit, il n'y aura pas never again, il n'y aura plus jamais de Holocauste. Et les gens, et je l'ai confirmé, ouais. Il n'y aura jamais de deuxième Holocauste. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me doute que cette image est ancrée en vous, des otages du 7 octobre, des massacres du 7 octobre. Il y a difficilement plus proche de l'Holocauste que ça, quoi. Difficilement. Sous son mandat. Et donc, en fait, Netanyahou fait du Netanyahou où il te fait le framing. Donc, il te fait l'annonce de l'inverse de la réalité. Et comme ça, tu te dis, oui, bah, s'il dit ça, c'est que finalement, c'est pas... Mais c'est un très grand manipulateur. Je comprends pas comment il... ce qui est incroyable, c'est qu'il se croit lui-même, j'imagine. Tu vois ? Moi, je pense qu'il croit ses mensonges, ouais. Tu le vois dans ses yeux. Il se croit. Mais c'est des fous. Il se prend pour le protecteur of Israël. Tu sais qu'il y avait eu cette interview avec un gars de la BBC, je ne me rappelle plus, c'était en 2012-13. Et le gars, il lui demande comment vous voulez être, comment vous voulez qu'on vous rappelle, quel sera votre legacy, il lui demande en anglais. Ouais. Mais tout de suite, de but en blanc, il le regarde comme ça dans les yeux, il lui dit, moi, on se souviendra de moi en tant que protector of Israel. Le gars, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire King Bibi, grosse recommandation, ça explique tout. Et encore, c'était... Mais il se croit vraiment, c'est le petit père des peuples. Il s'y croit. Alors que c'est tout le contraire dans les faits. Le 7 octobre, on n'a jamais eu pire massacre, pogrom de Juifs depuis la Shoah. Et là, il est là à nous dire...
le soir de Yom HaShoah, il n'y aura pas de deuxième Shoah. Tu veux dire troisième Shoah? Enfin, c'est pas une Shoah, mais c'est vraiment, enfin, c'est catastrophique ce qui s'est passé le 7 C'est un octobre. pogrom. Et il est jamais responsable. C'est-à-dire, il compte à partir du 8 octobre. Pour lui, ce qui s'est passé avant. Non, mais c'est son. Mais j'étais Mais pas ça là. aussi, Je c'est un dormais. truc de dictateur, d'effacer la réalité, de changer, de manipuler la conscience des gens. Rien que le fait qu'ils essayent de changer le mot Tevar, tu te rappelles de. Ouais, alors le gouvernement de Netanyahou a essayé de faire passer une loi, c'est-à-dire Ils n'ont pas de choix parce que les gens ils suivent pas. pour que officiellement, donc déjà changer le nom de la guerre en un truc au lieu qu'elle s'appelle, je sais pas comment ça se dit en français, Haravot Barzel, les trucs d'acier là, je sais pas les comment- épées d'acier, Les les épées de épées de fer, fer. épées de fer. je sais un pas nom, comment ça s'appelle, le nom de cette guerre là du 7 octobre. Alors ils ont officiellement dans la loi changé que ça s'appelle Milchamet Tkouma, donc la guerre de reconstruction, Ouais. enfin De le mot- renaissance. de renaissance. Le mot Tkouma, pour que vous compreniez pourquoi on vous parle de ça à Yom HaShoah, parce que le mot Tkouma, en hébreu, il est toujours systématiquement, uniquement utilisé par rapport au fait que Israël, c'est la Tkouma du peuple juif après l'Holocauste. C'est C'est la renaissance c'est la des cendres. renaissance et c'est la Des cendres de la Shoah. voilà, c'est la de- reconstruction, c'est la renaissance, c'est quelque chose ça vient de l'akoum, de se lever, Voilà. on se relève de nos cendres. Et c'est un mot qui est toujours associé Uniquement à la création de l'État d'Israël, après la Shoah et tout ça. Tout à Et fait. donc, il a vraiment essayé de ce que cette guerre s'appelle la guerre de la Tkouma. Et tout le monde lui a ri au nez en lui disant, mais pas du tout, Et on même sait, au c'est point- la guerre du 7 octobre. Au point, rendez-vous compte à quel point il est C'est la guerre fou, du Tevar, c'est la guerre du Tevar du 7 octobre, du donc Tevar, du des massacre. Et il y a même eu un ministre qui a dit mais quel massacre, on n'est pas un peuple qui se fait massacrer. Ouais. Cette- Mickey Zohar. Alors lui, on n'en parle pas, vas-y, passe. Non, et donc du coup, et pour que vous vous rendiez compte à quel point on est dans vraiment des processus de fascisation, parce que non seulement ils ont fait passer cette loi, non seulement ils ont essayé de créer ce narratif que ce n'était pas un massacre le 7 octobre, mais... Une renaissance. Non, ça- Nesgalouille. non, là, ils ont essayé de changer le nom en Tkouma, mais ils ont aussi changé, ils ont dit, on n'a plus le droit de dire que c'était un massacre, ils ont dit que c'est quoi à la place? Je me souviens plus. Je sais pas, un attentat. Des Un- gens qui sont tombés Non, par un terre. Iroua, Un Iroua, voilà. Donc un événement. Un événement. Donc on n'avait plus le droit de dire. Donc imaginez-vous à quel point on vient censurer la liberté d'expression. Donc on vient vous dire ce n'était plus un massacre, c'est un événement, à tel point que les gens ont rigolé en disant Ani Mergen Iroua la Yom Houledet, Ani Tzarech et Bibi. J'organise un événement pour mon anniv, j'ai besoin de Netanyahou. Donc vous vous rendez compte de la folie furieuse Le de la gaslighting. genre on du est au niveau gouvernement, voilà. de Goebbels, tu vois, genre Ouais, on est la propagande d'un contre son peuple. Orban au moins Orban. Au moins Orban, il apprend de ses potes, et à tel point que le gouvernement a ordonné à l'armée de changer ce qui est écrit sur les tombes des soldats qui sont morts en se battant depuis le 7 octobre au combat, en leur disant on va changer ce qui est écrit sur nom la de tombe guerre, voilà, parce qu'ils pour pas qu'il y ait le nom de la guerre et que ce soit parce que sur les tombes Tkouma. des soldats, il y a le nom de la la guerre guerre où ils dans sont laquelle tombés. ils sont tombés. Donc il y a marqué Haravot Barzel, il y a Et- les épées de fer, et ils veulent. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit. Si Et vous les touchez parents, à la- parce que les voilà. soldats, vous savez, ils ont une vingtaine d'années, donc les parents, même des gens qui sont des soutiens de Netanyahou, ont dit Mais jamais. over my dead body, tu vois, genre jamais vous vous approchez de la tombe de mon fils qui est un héros et qui s'est battu et qui est tombé au combat pour Pour vous. une manipulation politique. Mais il fait que ça, de toute façon. Il n'y a que ça qui marche avec eux. Mais ce qui est incroyable, encore une fois, c'est que ça marche, c'est que ça vend. Je Il y en sais a pas. qui achètent. Je sais pas, on verra Il y pour en les a prochaines toujours élections. quelques-uns qui achètent. Oui. De toute façon, on n'a pas moyen de savoir. On n'a pas moyen de savoir. Et donc ça, voilà, c'est ça notre épisode cette semaine, c'est-à-dire même au moment le plus solennel de Yom HaShoah, où on a suffisamment, comme je te disais là en Pologne, on a suffisamment de le monde entier qui nous disent vous êtes les nouveaux nazis, vous êtes exactement pareil, vous génocide et compagnie. Donc tout ce truc-là, et Netanyahou qui continue à être presque l'ennemi numéro 1 d'Israël, au final. Parce qu'il ne nous apporte pas la sécurité, il ne nous apporte pas une stabilité économique, il détruit la démocratie et les checks and balances, là, les trucs des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça les emmerde. C'est Comme ça. Orban. En fait, on a fait exactement comme Orban. D'ailleurs, parlons de ça.
cette semaine, moment. Alors moi, je ne sais pas Déjà, comment il y a tu l'as le- vécu. enfin, il y a- déjà, Comment il y a tu le- l'as vécu, il y a- il y a le procès de Netanyahou, parce que, encore une fois, je ne sais pas si vous suivez, Netanyahou est en procès On ne sait pas si vous êtes au depuis courant. longtemps. Et donc, il est de temps en temps obligé d'aller au tribunal, de Je s'asseoir crois que et c'est 2-3 fois par semaine. de répondre. Et donc, cette semaine, il a réussi à faire signer le chef des renseignements du Shin Bet, Non, mais pas il- officiellement. pas officiellement, mais il a réussi à lui faire écrire une lettre en disant on ne peut pas envoyer Netanyahou à son procès parce que les Iraniens, ils vont savoir qu'il est là-bas et donc ils vont en profiter pour essayer de l'éliminer. Comme s'ils ne savaient pas où Netanyahou était le reste de la semaine. Comme si, par exemple... Non, il ne faut ils pas qu'il reste trop longtemps aussi. Voilà, donc comme s'ils ne savaient pas qu'il allait être justement Yom HaShoah à Yad Vashem. Ça, non, ils ne le savent pas. Ils s'imaginent qu'il n'allait pas venir. Mais au procès, oui. Et donc, le niveau de manipulation, ils prennent Mais vraiment... c'est plus que de la manipulation là. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez. Le chef du Shin Bet, donc le chef du réseau de renseignement intérieur, qui est spécialisé donc sur les menaces terroristes et sécuritaires au sein d'Israël et en Cisjordanie et à Gaza, donc vraiment dans les territoires palestiniens et tout Israël. Et donc ce mec-là, il a été mis en place par Netanyahou il y a quelques mois. Ça avait fait un scandale total parce que c'est un extrémiste colon, misogyne, qui se bat pour que les femmes ne soient plus dans l'armée, dont ses frères sont responsables de yeshiva, où ils disent des choses pour le grand Israël. C'est des fanatiques, des fous. Il n'a aucune expérience dans ce domaine-là. Pour autant, il a été mis en place. Pourquoi ? Pour servir les intérêts de Netanyahou. Et donc là, on a la première évidence, Ouais. la première dividende, la première évidence de ce minouille, de ce choix, ouais. ce appointment là, où d'un coup, Tout le d'un coup. chef du Shin Bet, Il s'assoit, il écrit une lettre. il vient dire, il est tellement dangereux que Netanyahou aille témoigner dans son... Et en fait, tu te rends compte que tout ce que Netanyahou fait, c'est pour une seule chose, Il y a que rester ça. au pouvoir et Ça, donc ça. annuler. Mais ça Quand marche, et t'as c'est tellement Trump qui flagrant. demande un pardon présidentiel. Mais tu te rends compte la blague de ce que Netanyahou est en train de tourner Israël en blague. Et moi, j'ai honte et j'en ai marre. Et je me dis que tout le temps, tu te réveilles le matin, j'ai peur d'ouvrir mon application de Et Ynet. c'est ça le problème c'est ça le problème de beaucoup d'Israéliens en ce moment, je pense. C'est que d'un côté, tu as vraiment ce gouvernement qui fait honte et qui est horrible et qui est tout sauf démocrate. Mhm. Et de l'autre côté, tu essayes de soutenir Israël face à l'Iran, face au Hezbollah, face au gouvernement Il y a espagnol. vraiment une scission. Et tu te retrouves un peu... Il y a une enfin, scission, ouais. tu es toujours en train d'essayer de... Enfin, c'est pas de dire à l'extérieur, c'est pas ça Israël, c'est pas ce Non, gouvernement-là. on n'est pas notre gouvernement. Et d'un autre côté, d'essayer de défendre ton pays. Et t'es toujours un peu, tu vois, t'as le cul entre deux chaises. T'as le cul entre deux chaises, mais parce que t'es face à un truc qui est bien au-delà de ça. Au final, personne, à part pour Israël, est-ce que quelqu'un voit Trump et se dit les États-Unis, c'est ta. Non, ils voient Trump, ils disent Trump, c'est un taré. C'est pas ce niveau-là. Trump, ça fait pas... Orban, personne n'a dit les Hongrois, On est c'est des d'accord, tarés. mais Trump, ça fait pas 20 ans qu'il est là. Et Orban, ça fait autant que Netanyahou, 16 ans. Et pour Orban, autant... Mais Orban, oui, ils ont réussi à le virer. Oui, non, mais je te dis, personne ne dit ce que tu venais de dire là. Personne ne dit sur les Hongrois, c'est un peuple de... Non. Oui, mais bon, quand tu parles d'Israël, tu parles du gouvernement israélien. Même Tu dis Poutine, Israël. regarde, même un terroriste dictateur et tout, qui attaque un autre pays, parce que les gens vont nous dire, oui, mais c'est pas pareil, la Hongrie et Israël vous attaquez. Ok, prenons Poutine, ordure, dictateur, qui attaque l'Ukraine. Personne ne dit, les Russes sont un peuple génocidaire. Ils disent, vous avez un grand taré qui est un fasciste et qui vient tuer des C'est lui le chef populations. du gouvernement et c'est lui qui envoie la Russie. Oui, mais c'est toi lui et qui moi, envoie- ouais. et aucun sur Internet n'écrit tous les commentaires, vous êtes un peuple génocidaire. Ah si, tout le monde l'écrit. Ça, Mais tout le pas monde sur les l'écrit. Russes. Ah, sur les Russes, je sais pas. Bah non. Donc c'est bien un truc que toi tu dis, on est face à ça. Il y a un élément. Mais c'est très qui est dur de lié à défendre Israël. C'est très dur de défendre Mais Israël parce que quand c'est tu as ces gens-là au l'antisémitisme. pouvoir.
Mais parce que c'est de l'antisémitisme, il n'y a aucun autre pays Oui, mais en plus où on de fait ça, un amalgame entre le peuple et son dirigeant. En plus de ça, tu as Ben Gvir, par exemple, au gouvernement. Les gens, ils vont dire, oui, mais regarde, par exemple, tu as ce type qui est à ton gouvernement qui dit qu'il veut le grand Israël. Ok, et donc, tu as dire... 9 députés dans le gouvernement du Liban qui sont du Hezbollah et qui disent jour et nuit qu'ils veulent exterminer Israël. Pour autant, les Libanais, c'est pas un peuple génocidaire. Donc c'est bien ça le problème. Donc quand on nous dit, tu sais, moi-même à une époque, je disais oui, il y a une différence entre antisémitisme et antisionisme. Aujourd'hui, ceux qui sont là à te dire qu'il y a une différence, c'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Alors peut-être qu'il y a des cas spécifiques, etc. Mais en l'occurrence, il n'y a aucun autre endroit dans le monde où quand un gouvernement est fasciste, quand un gouvernement est extrémiste, on fait un amalgame et on dit tout ce peuple est responsable de cette politique. Et le fait qu'on dise ça sur Israël, c'est bien que c'est uniquement lié au fait que ce soit l'État hébreu, comme tu aimes le dire. C'est tout, c'est ça. Et donc, moi, tout ce truc-là de c'est dur d'être... je pense pas quand on arrivera à se libérer de Netanyahou, en espérant que ce soit comme en Hongrie aux prochaines élections, Amen. Si on arrive à se libérer sur le long terme de Netanyahou et de ces fascistes, ils trouveront une autre raison de nous haïr. Et même s'il y a la paix avec le Liban, ils trouveront une autre raison de nous dire qu'on est un... Et même si on arrive à reconstruire Gaza et à virer le Hamas et à développer vraiment la bande de Gaza comme un territoire où prospère, ce sera toujours la prison à ciel ouvert. Et si on arrive à neutraliser les extrémistes, les terroristes juifs en Cisjordanie, il y aura toujours une réponse pour nous dire qu'on est un peuple génocide. Et donc moi, j'ai vraiment évolué sur ça parce que, en fait, faut vraiment vouloir se mettre des œillères pour ne pas voir la réalité. Et j'espère que sur le long terme, ça va changer et que voilà, et qu'on sera un peuple en paix avec nos voisins et qu'il y aura un État palestinien acté qui permettra l'autodétermination du peuple palestinien à côté de l'État d'Israël. Mais j'ai un doute profond en moi, vraiment très profond, qui me dit qu'il ne faut pas être naïf et que ce qu'on voit se développer sur les campus aux États-Unis, qu'on a vu, et que quand il y a un massacre de 30-40 000 personnes du régime des Mollahs en Iran, tout le monde se tait. Et donc tous ces indices-là, quand on les prend les uns après les autres, je pense que je dis quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant et que je n'ai certainement pas dit il y a encore même 10 ans, qui est que c'est profondément lié au peuple juif, au peuple d'Israël, qui d'ailleurs a 21% de citoyens arabes. C'est lié à ça, c'est lié au fait qu'on est un État juif qui existe, qui a le droit d'exister, qui est légitime et qui se défend. Et les gens ne supportent pas ça, et c'est pas lié à nos actions militaires de défense. Point. Am Israël Chai. Et c'est bien triste. Quoi d'autre ? On a dit Liban, on avait dit Orban. Ben Gvir. On continue sur le fascisme. On va faire ça court. Vas-y, dis-nous Ben Gvir. Alors Ben Gvir, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu... on vous fait un point, on vous remet tout... Il y a eu des associations qui sont allées porter plainte en disant que le ministre de la Sécurité intérieure, de la Sécurité nationale, le chef de la police, quoi. Chef de la police. Un peu l'équivalent du ministre de l'Intérieur en France. Ouais. Ben Gvir, donc jugé pour maintes... Tu sais qu'il y a quelques années, petite anecdote, Ben Gvir, il avait été arrêté par... je sais plus, il avait filé un coup de pompe dans une... Bref, il s'était fait arrêter par la police, une des maintes fois où il s'est fait arrêter, et il était à Migration Harusim, en prison, et il avait dit aux gardes de la prison, aux policiers qui étaient là-bas, il leur a dit bientôt ça sera moi votre chef. Ah ouais. Ouais. Ces mecs-là, ils sont vachement plus long term que nous. Hein. Ils le savaient déjà. Moi, j'aimerais bien dire, tu verras quand moi je serai ministre 2. Et t'imagines ? Ouais. Faut être sacrément plus corrompu, je pense que je ne le suis pour y arriver, mais ouais. Alors, du coup, donc Ben Gvir. Il y a eu des je t'ai coupé. Il y a des associations qui ont déposé, des plaintes en disant que il dépassait ses prérogatives, son rôle, etc., qu'il utilisait une force extrême dans la gestion des conflits dans la société israélienne et qu'il prenait un rôle au-delà d'un rôle de ministre dans les gestions
au quotidien Oui, il s'ingérait dans de les la histoires police. de la police et tout ça. Donc il décide. Comment on l'a vu principalement depuis le début du mouvement de protestation en 2023, où la répression, il faut le dire, la répression contre des opposants au régime, j'adore, ça se dit, hein, a été délirante. C'est-à-dire que je peux faire une liste infinie Ouais. d'utilisation extrême de la force contre les manifestants, il faut que vous imaginiez que beaucoup des manifestants qui sont sortis, des dizaines de milliers de manifestants pendant des mois et donc maintenant des années, ce sont en énorme majorité malheureusement des personnes adultes, voire personnes âgées, qui sont des anciens vétérans, qui sont des personnes qui ont même créé ce pays, qui sont des personnes qui respectent la loi et qui, même en manifestant dans une manifestation autorisée par la police, encadrée par la police, en étant même pas sur la route où on a le droit d'être, quand ils étaient sur le trottoir, ils se prenaient la police montée, les gaz, la martasite, les canons à eau, les canons à... Comment on dit tu sais, le truc là qui c'est une pue, là. espèce d'acide qui pue rance qu'ils envoient pour. Qui est terrible. Qui dure, d'ailleurs, ça c'est... Après, il faut jeter les vêtements, ça. Tu peux pas les garder tu peux après. les acheter, ouais, faut jeter les vêtements, Ouais. mais je peux te dire que comment tu fais sur le corps et les cheveux, ça part pas pendant des C'est semaines. horrible. Alors, Parce que il c'est faut des produits sachez, il faut chimiques. se doucher et se laver les cheveux avec de la Du vinaigre. sauce tomate. Ah, quelle horreur. Je préfère pas y aller. C'est justement ça le but. Voilà, C'est que tu viennes pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire, nous, on s'est pris ça quand on allait manifester le jour Faut du dire que les vote manifestations, encore une fois, pour leur coup d'État. les manifestations en Israël, c'est vraiment bon enfant. Oui, c'est ça. Vous C'est vous pas, imaginez limite il n'y a aucun casseur. Non, y a Le rien. phénomène des casseurs n'existe pas. C'est-à-dire, les gens, ils viennent, ils disent bonjour aux policiers. Oui, ils brûlent pas des. Ils font on a fait brûler au pire des un pneus pneu par terre. encadrés, où tout le monde dit attention, faites attention. Il y a quelqu'un avec un Il y a extincteur. quelqu'un avec un extincteur. Quand on est allé bloquer le périph', donc en fin de manif, de façon, pour le coup, illégale, la question, c'était comment on maintient cet événement au niveau sécuritaire. Et l'ancien chef de la police de Tel Aviv, qui était confronté à ça de façon hebdomadaire, donc tous les samedis, avait dit que le but, c'était pas, qu'il fallait aussi encadrer un peu, laisser faire pour permettre qu'il n'y ait pas une escalade de violence, Oui, en plus, etc. encore une fois, c'est bon enfant. Et il ça a se été calme. viré Oui, bah, par Ben évidemment. Gvir. Ensuite, récemment, il y a une femme qui devait être promue à un rôle parce que ça faisait suffisamment d'années qu'elle était dans la police et tout. Elle a dû, elle aussi, faire une démarche par rapport auprès de la Cour suprême pour dire que c'est pour des raisons politiques. Oui, il refusait de la grader. Où il refusait de la grader. Et donc, elle a gagné, il a été obligé de... Et en fait, plein de trucs comme ça, où il disait... et c'est marrant parce qu'il y a une vidéo de lui, quand lui, il était dans l'opposition, et qu'il était donc complètement fou furieux, quoi, et qu'il attaquait la police et tout, où il disait, il y a une vidéo où on le voit dire, moi, donc il faut imposer imposer à la police qu'elle laisse les manifestants, tu vois, quand c'est lui qui manifestait, quand c'est évidemment. lui qui manifeste. Oui. Et maintenant que c'est le chef de la police, ces gens-là sont arrêtés. Maintenant, il y a des jeunes qui sont arrêtés. C'est des vrais fachos, quoi, c'est clair. Moi, je vous dis, je l'ai vécu sur mon corps personnellement en étant une des organisatrices, des leaders de certaines des manifestations. On a été ciblés, on a été traités comme des criminels. On a été arrêtés, on a été obligés d'aller voir des juges, d'être mis en garde à vue. À répétition, systématiquement, des gens qui ne font que manifester et s'opposer à un régime qui est en train de devenir une dictature. Et donc, on parlait du régime, on parlait du néo-Mata et tout. On est vraiment dans une situation où la Cour suprême, donc maintenant, doit rendre son verdict sur est-ce que, oui ou non, ce ministre peut rester ministre de la police, sachant qui s'ingère, qui a une utilisation de la force, qui s'en sert à des fins politiques. Et donc c'est devenu une police politique et c'est devenu vraiment un régime. C'est une milice politique très claire. Il n'y a plus du tout de confiance. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il n'y a plus du tout de confiance des citoyens en la police. Les derniers sondages montrent qu'on soit de gauche, de droite, qu'on ait été ou pas aux manifestations, les Israéliens pensent que c'est une police
politique, c'est-à-dire même des gens qui soutiennent Netanyahou, ils disent bah oui, c'est très bien d'ailleurs que ce soit une bonne politique, qu'ils aillent attaquer, qui leur tape dessus à ces gauchos. Et donc, on est vraiment dans une situation dingue où en fait, effectivement, l'argument de la coalition, c'est de dire oui, bah, on est l'exécutif, on a le droit de choisir les ministres, et ils ont raison, ils ont été élus, ils sont censés pouvoir mettre en place une politique qu'ils veulent, mais dans le cadre de la loi et de la démocratie. Et donc séparation des pouvoirs. Et ça les rend fous, la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais le chef de la police, il l'a viré et il l'a remplacé par un mec qui le soutient. Donc, on en est à vraiment une situation folle. Et donc là, il est en procès. Ou de façon... C'est pas vraiment un procès, c'est... Ouais. Il va pas témoigner, c'est juste... Ils sont en train de checker si la plainte, elle est légitime ou pas, et si elle est suffisamment légitime et elle rentre dans le cadre de la loi pour amener à la démission. Parce qu'il soit limogé par Netanyahou, alors qu'il le fera jamais. Depuis donc ça va être bientôt le résultat, depuis des jours et des jours, sur toutes les chaînes et les groupes de Netanyahou, tout est déjà mis en place pour dire... Et ce matin, Yariv Levin, le ministre de la Justice, a quand même dit, qui est donc le chef d'orchestre du coup d'État, là, du coup judiciaire, il a dit « Ne t'inquiète pas, mon ami Itamar », comme ça, « Ne t'inquiète pas, mon ami Itamar, quelle que soit la décision, tu resteras ministre de la police. » Et Netanyahou l'a pas dit encore clairement, mais tout le monde le dit sur Arutz 14, donc sur la chaîne 14, qui est la chaîne de propagande du gouvernement. C'est la Pravda. Ils le disent. Moi, j'ai écouté hier. C'est inaudible, mais j'écoute juste pour un peu voir le dialogue, voilà, le niveau. Et ils te le disent, mais de quel droit nous sommes souverains, le gouvernement a été élu, de quel droit la Cour suprême va nous imposer? Et donc, on va rentrer dans ce qu'on appelle une crise constitutionnelle, bien qu'Israël n'ait pas une constitution c'est ça qu'ils veulent de toute façon. Et juste avant les élections, pour qu'on parle que de ça et qu'on parle plus du 7 octobre. C'est ça la vision à Netanyahou. C'est qu'on parle, encore une fois, de tout, sauf des procès, de la séparation des pouvoirs, de la haute cour qui se permet de choisir alors que nous, le peuple, on a décidé. Enfin, c'est très populiste, c'est très nous, urbain. Le peuple, c'est nous qui décidons. Donc, si on a décidé qu'on faisait ce qu'on voulait, qu'on tapait sur les gauchos, c'est pas vous qui allez nous dire, c'est pas à vous de décider. Vous êtes qui, le deep state, voilà. Et on te sort des trucs qui sont complètement fous, mais ça marche. Et puis, ça fait oublier le 7 octobre. Et je pense que moi, je pense que la stratégie de l'opposition, ça devrait être de tout le temps recadrer. 7 octobre, 7 octobre, 7 octobre. Parlez que de ça. Parce que c'est ça qui les fait flipper. Ils savent que ces élections-là, elles se joueront sur le 7 octobre. Ils savent que tout le monde veut des réponses à ce qui s'est passé. On a dit, OK, il y a la guerre, on attend. On a dit, après, il y a la guerre avec le Liban, on attend. Après, il y a la guerre avec l'Iran, on attend. Hamas, tout ça, on attend. On a dit. C'est pas qu'on a dit, c'est qu'il a tout fait pour qu'il y ait ces guerres pour pas qu'on parle du 7 octobre. Tout le monde était en attente et tout le monde était au combat presque. Et maintenant, il y a les élections. Et ces élections-là... Qui sont donc, on vous le rappelle, fin octobre, début novembre. Les gens veulent des réponses. Donc, ils devaient créer cette... je sais pas comment tu dis, cette commission qui devait checker ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça n'a pas été fait puisque Netanyahou, il a trop peur qu'il se retrouve coupable de ça. Et donc, il veut... son pire cauchemar, ça serait que les élections, elles se jouent là-dessus. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en tant que stratège, il est bon là-dedans, il fait tout pour qu'on parle d'autre chose. Ouais. Et donc là, il est en train de faire cette crise constitutionnelle. Il le fait exprès, c'est évident. Et je pense que la gauche, ils tombent toujours dans leur jeu. Au lieu de dire fais ce que tu veux, nous, on a un truc à te dire 7 octobre, 7 octobre, 7 octobre. Et si tu lui rappelles ça du soir au matin, c'est checkmate. Parce que ça, les gens, ils vont pas lui pardonner. Mais le problème, c'est qu'ils oublient... Je sais pas, au final, quand tu les entends, les pro-Bibi, ils te disent des trucs fous, genre, au final, c'est vos manifs, à vous la gauche. D'accord, mais 7 octobre. Oui, mais 7 octobre. C'est nos manifs. OK, mais 7 octobre quand même. Oui, mais le 7 octobre, ils te disent que la raison du 7 octobre, c'est les manifs. Il y avait un gouvernement... Ouais, il y en a quelques-uns qui disent ça. Non, c'est pas quelques-uns.
c'est le narratif que Bibi il impose, que justement parce qu'il sait que tu as Ok. raison et que 7 octobre, Mais qui était au gouvernement et qui devait faire quoi? Et on veut des réponses. ceux qui veulent trouver des excuses à Netanyahou trouveront toujours des excuses à Netanyahou. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est malheureusement ce qui fait sa force. Et quand on compare par rapport à la Hongrie, parce qu'évidemment cette semaine, on a tous eu un moment d'espoir de OK, si c'est possible en Hongrie, c'est possible chez nous aussi. Parce qu'au final, Netanyahou et Orban sont très potes. Les peuples sont pris en otage malgré tout. Je pense qu'on n'est pas pris en otage, nous. Si. Non. Je pense qu'on doit... Enfin, je pense que les Israéliens, ils n'ont pas encore cette rage que tu vois des fois. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, Mhm. il y a longtemps, quand j'allais dans une manif, Mhm. quand j'y allais, c'était pas bon enfant, les manifs à Ah ouais Paris. Ah oui, à Paris. Ah bah oui, bah moi aussi. Mais les Israéliens, quand ils n'ont pas la rage, quand ils veulent faire changer les choses, ils savent pas comment faire. Non. Ils savent pas descendre dans la rue. Mais parce qu'il n'y a pas du tout d'éducation civique. Et donc ils sont là, ils sortent avec leur petit drapeau, parce que encore une fois, c'est la répression policière contre les manifestations gauchos à Tel Aviv, c'est hilarant, parce que tu as 3 petits vieux avec un drapeau israélien qui viennent de 6h à 8h30 et qui ils partent vraiment à l'heure parce que Ça a remplacé la séance du ciné. Oui, parce qu'ils ont restaurant à 9h et il faut pas arriver en retard. Enfin, c'est ça les manifs, quoi. C'est pas des trucs... Enfin, t'as toujours quelques jeunes qui restent jusqu'à la fin et qui font un peu chier tout le monde et ça met un peu de temps à rouvrir les accès des routes, mais pour la plupart, c'est pas des trucs... C'est pas Bastille Nation avec des voitures qui brûlent, des trucs qui sont cassés. Non, mais ça, à la limite, moi, je trouve ça positif. C'est juste que le problème, c'est que mais quand tu t'es peux face pas, à un... tu peux pas faire la manif. disproportionné. Tu peux pas faire une manif sans vraiment faire une manif. Et les Israéliens, ils savent pas dire non. Tu le vois partout. Par exemple, je sais pas, les prix. Ils savent pas dire si le beurre il est à 10 shekels, bah, j'arrête d'en acheter pendant une semaine et vous allez me refaire descendre le prix. Ils savent pas descendre dans la rue quand les prix montent. Ils disent bon bah zemayesh, c'est ce qu'il y a. C'est vrai. Et donc tout, ils se laissent toujours faire en disant ouais. Non, et donc là, c'est pour ça que la vraie question, c'est les élections. Qu'est-ce qui va être mis dans les urnes? Et Est-ce la qu'on grosse a le- différence avec la Hongrie, c'est le fait que de façon Est-ce qu'on a- overwhelming, il y a eu les jeunes qui se sont mobilisés. Je suis pas sûre qu'on ait ça en Israël. parce Est-ce que qu'on les a le jeunes votent pas à gouvernement gauche. qu'on mérite? Là, Grande question actuellement, philosophique. non, actuellement, je pense pas parce que je pense pas que les gens qui ont voté pour ces partis qui sont aujourd'hui au gouvernement. Non, mais dans l'abstrait, c'est ce est-ce que qu'ils nous, voulaient. les Israéliens, on a le gouvernement qu'on mérite? Est-ce que, Non, puisqu'il moi, y je a pense pas. s'il y a Par ça au contre, gouvernement, si c'est c'est qu'on l'a laissé faire. Non, je suis pas d'accord avec toi. On Si- n'est pas des handicapés. Bah non, mais attends, là, t'exagères. On fait pas tomber, on va pas faire la Révolution française. Mais ça fait quand même presque 20 ans qu'il est au pouvoir et Ça qu'on fait sait, 16 ans. qu'on connaît toutes ces Et manigances. il n'a pas toujours été comme ça. Enfin, je suis pas là à défendre Netanyahou, hein, mais il a clairement le côté fasciste. Dès le truc. début, tu le vois. Attends, en 2013, à Bar-Ilan, il a fait un discours pour les mais on deux savait États. qu'il mentait. Mais on savait qu'il Peu mentait. importe. Tout le monde le savait. Non, je suis pas d'accord. T'étais Il était encore. T'étais trop jeune pour t'en rendre. Oh, j'aimerais bien, mais non, j'étais quand même bien adulte. Je l'ai vu sur la mer Pesset à Kikartion. C'est vrai? J'y étais. J'habitais à Qu'est-ce que tu côté. foutais là-bas J'y étais. Ah ouais? J'habitais Bnei Brit, c'est juste à côté. Et t'es allé voir. Et je rentrais de cours, donc j'étais à Ouais. Betzalel. Et donc je suis passé, j'étais dans la manif avec les gars, Oh là là. j'y étais dans cette manif. Ils pourront pas dire que ça n'a pas existé. Moi, ce que je veux te répondre par rapport à ta question, c'est je pense qu'on n'a pas le gouvernement qu'on mérite actuellement, mais si le gouvernement arrive à se reformer à la suite des prochaines élections, alors là, oui, on a vraiment ce qu'on mérite et je pense que les gens seront déprimés pour ça. Quand on parlait la semaine dernière du manque d'optimisme, c'est pour ça, c'est de se dire si, après tout ce qui s'est passé, ils arrivent encore à former un gouvernement, alors là, on a vraiment que ce qu'on mérite. Et ça, c'est dur. On va vous quitter là-dessus ou tu veux dire quelque chose de positif? La semaine prochaine, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est l'indépendance d'Israël. Donc, on ne pourra pas enregistrer mercredi. C'est quand même un moment qui est censé être très joyeux, qui est précédé d'une journée d'extrême tristesse parce que c'est Yom HaZikaron, donc la journée du souvenir. Je crois que tu allais dire parce que la Nakba.
avec sa complexité. Donc pour les Israéliens, il y a ce jour donc, du souvenir pour les victimes du terrorisme et les soldats morts au combat depuis le début d'Israël. Donc c'est toujours un jour de deuil où les cimetières militaires sont remplis et où c'est très 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 pesant. Enchaîné, donc c'est très israélien, ce truc de on passe de l'extrême tristesse à l'extrême joie de fêter la création de l'État d'Israël et son existence, qui existe encore, avec donc des drapeaux, des fêtes, des barbecues et compagnie. Et le timing cette année, c'est que la fin du cessez-le-feu tombe exactement à cette date-là. Donc la question c'est, étant donné que les négociations avec l'Iran n'ont pas l'air d'aboutir à quoi que ce soit, est-ce que au lieu de pouvoir nous recueillir et ensuite de fêter Israël, on va devoir retourner aux abris? J'espère qu'on pourra vous dire la semaine prochaine qu'on aura eu l'occasion de faire la fête. Et en tout cas, on garde espoir. Super, super. De finir comme ça, sur une note super positive comme ça. Écoute, déjà, on n'est pas en guerre. C'est déjà pas mal, moi. Déjà, on est content. Il fait beau. En plus, il fait beau. Il fait beau. Allez, à la semaine prochaine. Ça me fait rire à chaque fois.